Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes jeudi 12 novembre 2020 et tout de suite les principaux titres. Le secrétaire général de l'ONU reste préoccupé par la situation politico-sécuritaire qui règne au Burundi. Antonio Guterres estime qu'il n'est pas encore temps que le Burundi soit retiré de l'agenda des Nations Unies. Certains administratifs à la base au Burundi s'arrogent le droit de faire recours à la violence physique. Janvier Bizimana, chef de quartier Mirango dans la zone Kamenge, a sauvagement frappé un jeune homme venu rendre visite à son ami. Et hors de nos frontières, près de 10 000 Éthiopiens ont déjà pris le chemin de l'exil vers le Soudan après une guerre qui a éclaté en Éthiopie il y a de cela une semaine. Tout de suite, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le secrétaire général des Nations Unies se montre pessimiste quant à l'amélioration de la stabilité au Burundi par le régime d'Évariste Ndayishimiye. Dans un rapport trimestriel sur le Burundi sorti ce mardi, Antonio Guterres indique que l'examen de l'Organisation des Nations Unies sur le Burundi doit être maintenu. Le contenu de ce rapport avec Bertrand Ngendakuriyo. Antonio Guterres estime que le désir du peuple burundais d'assister à un changement positif du pays est sensiblement fort et incontestable. Dans son rapport, le processus électoral de 2020 a été considéré comme globalement pacifique, à part quelques incidents de violence ouverte entre le parti au pouvoir et l'opposition, ainsi que des allégations d'irrégularité. Mais Antonio Guterres demande au gouvernement burundais d'instaurer la réconciliation, la cohésion sociale, ainsi que la maintenance et l'ouverture de l'espace politique. Le président Évariste Ndayishimiye et son ministre des Affaires étrangères ont souligné que le Burundi ne représente plus une menace pour la paix et la sécurité internationale et qui devrait par conséquent être retiré de l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Toutefois, le récent rapport de la commission d'enquête sur le Burundi de septembre dernier a précisé que les abus et les violations des droits de l'homme ont continué d'être commis au Burundi, même après l'investiture d'Évariste Ndayishimiye. Antonio Guterres fait également savoir que l'examen minutieux de l'Organisation des Nations Unies sur le Burundi doit être maintenu et invite plutôt le gouvernement burundais à maintenir le dialogue dans le but de trouver un terrain d'entente sur l'implication de l'ONU au Burundi. Ce rapport, sorti mardi de cette semaine, est consécutif à la résolution du Conseil de sécurité recommandant au secrétaire général des Nations Unies de sortir un rapport tous les 3 mois sur la situation au Burundi. Bertrand Ngendakuriyo, la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale CBCPI, a décidé de saisir le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires parce que c'est un mécanisme rapide et efficace. Ce sont les propos de Maître Lambert Nigarura, président de cette coalition, après l'arrestation arbitraire de l'ancien député Fabien Banshiganino. Nous avons décidé de saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire consécutivement à l'arrestation et la détention de l'ancien député Fabien Banshiganino, surtout suite à la récente décision du juge après la Chambre de conseil de maintenir Fabien Banshiganino en détention malgré plusieurs irrégularités qui ont caractérisé cette arrestation. Ce qui nous a poussé aussi à saisir ce mécanisme onusien, ce sont les traitements cruels, inhumains et dégradants dont il est victime depuis sa petite cellule de correction à la prison d'Omhimba. C'est un prisonnier qui n'est pas comme les autres, c'est un prisonnier qui est, en plus de la détention, il est encore détenu une prison dans la même prison. Vous comprenez qu'il s'agit d'une violation grave qui n'a pas de nom. Nous avons effectivement choisi ce mécanisme parce qu'il s'agit d'un mécanisme d'abord efficace, mais aussi un mécanisme qui n'exige pas l'épuisement à des voies de recours internes. Nous osons espérer que ce mécanisme va faire son travail et surtout ce qui est en train d'être fait contre Banshiganino est un message qui est non seulement adressé à Banshiganino, mais plutôt c'est un message adressé aux honorables députés qui siègent aujourd'hui pour que demain personne n'ose plus critiquer les actions du gouvernement, pour que personne n'ose parler de ce qui ne marche pas au Burundi. C'est grave qu'un pays viole sa constitution
le règlement d'ordre intérieur du Parlement. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons décidé de saisir ce mécanisme onusien. Maître Lambert Nigarura, le président de la coalition CBCPI. La torture est toujours une réalité au Burundi. Le 4 novembre, un jeune homme de Kamenge, du nom de Bienvenue chez Milimana, a été roué de coups par Janvier Bizimana, le chef de quartier Mirango. Il a été pris pour un voleur alors qu'il rendait visite à son ami. Pacifique Ninina Hadwe, président du FOCODE, rappelle que la torture est sanctionnée par le code pénal du Burundi et fait savoir que Janvier Bizimana a été arrêté aujourd'hui et emmené à l'un des parquets de Bujumbura. Suivez Pacifique Ninina Hadwe. Nous avons reçu des informations et même des images d'une séance de passage à tabac d'un citoyen de Kamenge, bienvenue chez Milimana, qui a été tabassé par un des élus locaux de Mirango 1 dans la zone Kamenge, en mairie de Bujumbura. Selon les informations que nous avons obtenues, ce jour-là, c'était le 4 novembre 2020, bienvenue chez Milimana, se rendait à Mirango pour visiter un de ses amis. Il aurait été soupçonné d'être un voleur et c'est à partir de cet instant qu'il a été attrapé et tabassé gravement par le chef de quartier Janvier Bizimana. Nous avons aussi reçu d'autres images où d'ailleurs on lui coupait ses cheveux. Ceci est une violation grave des droits de Bienvenue chez Milimana et je rappelle que la torture est sanctionnée par le code pénal burundais. C'est considéré comme un crime. C'est très grave ce qui a été fait et malheureusement, dans beaucoup d'autres localités du pays, des autorités administratives, policières ou du service national de renseignement se permettent de se comporter de cette manière-là en tabassant des citoyens sur base de soupçons de commission de crimes. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier les témoins de cette scène qui nous ont alertés et qui ont tenu à nous informer de ce qui s'était passé à Mirango. Et sur base de ces informations et de l'alerte que nous avons lancée hier, nous venons d'apprendre que Janvier Bizimana a été arrêté aujourd'hui et amené au parquet, à un des parquets de la mairie de Bujumbura. Nous attendons de connaître la suite de ce dossier. Espérons que Janvier Bizimana sera sanctionné pour ce crime qu'il a commis en plein jour devant tout le monde. Nous espérons que cela sera sanctionné et nous voudrions appeler les autorités burundaises à sensibiliser toutes les autres autorités à tous les niveaux pour que les autorités sachent qu'elles n'ont pas le droit de tabasser des citoyens, qu'elles n'ont pas le droit de torturer et que la torture est un crime puni par le code pénal burundais. Pacifique Ninina Hadwe, le président du FOCODE, et les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 388 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jida Rimana ont été arrêtés à Mosigati le 22 octobre de l'an dernier et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et en page sport, l'équipe nationale Inhamba Morugamba a égalisé avec l'équipe nationale mauritanienne par un score d'un but partout dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021. Le match retour entre ces deux formations aura lieu ce dimanche 15 novembre à Bujumbura. Le point avec Rodrigue Ndikumwami. L'équipe nationale Inhamba porte les maillots blancs et rouges, tandis que l'équipe nationale mauritanienne porte les maillots verts et jaunes. Ces deux équipes se sont rencontrées dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF 2021. Dans la première partie de cette rencontre, l'équipe mauritanienne a dominé la formation de l'équipe Inhamba. À la 31e minute du jeu, l'équipe mauritanienne a marqué le premier but par Bakary Ndiaye, le défenseur central, d'une frappe sur un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. La première partie du match s'est terminée sur un score de 1-0 en faveur de l'équipe mauritanienne. Au retour des vestiaires, l'équipe Inhamba s'est montrée déterminée
est parvenu à marquer le premier but à la 81e minute. Un but marqué sur un coup franc à quelques mètres de la surface de réparation, frappé par Saïdi Nibazongiza, qui a récemment fait son retour dans la sélection de l'équipe nationale. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 1 but partout. Juma Mos, ancien capitaine des Inamba et qui a accompagné les Inamba en Mauritanie, est satisfait d'un point et que l'équipe les Inamba a pu arracher en Mauritanie. Pour le match d'aujourd'hui, je pense que les programmes du FIFA ne favorisent pas les joueurs de jouer très bien. Le temps pour se préparer est court, mais nos joueurs se sont bien s'exprimer. Mais la défense en premier mi-temps n'était pas bonne. L'équipe a retrouvé sa forme d'appliquer un jeu collectif. C'est pourquoi, pour le match retour, ils auront le temps de se reposer pour se préparer à un match retour prévu ce dimanche. Le match retour entre les Inamba et la Mauritanie est prévu ce dimanche le 15 novembre à Bujumbura. Pour le moment, dans le groupe E, l'équipe mauritanienne a 5 points, Maroc à 4 points, Centrafrique avec 3 points, ainsi que les Inamba avec un seul point. Merci à Rodrigue Ndikoumra, mis hors de nos frontières. Félicien Kabouga a comparu pour la première fois à La Haye ce mercredi 11 novembre. Il est poursuivi pour 7 chefs d'inculpation, dont génocide et complicité de génocide. L'homme d'affaires rwandais a fait savoir par la voix de son avocat qui plaiderait non coupable des crimes dont il est accusé. Winnie Nkurunziza. Le présumé financier du génocide des Tutsis au Rwanda a comparu pour la première fois à La Haye ce mercredi 11 novembre. L'octogénaire, arrêté en France en mai dernier, est poursuivi pour 7 chefs d'inculpation, dont génocide et complicité de génocide. Félicien Kabouga ne reconnaît pas les crimes qui lui sont reprochés. Il a fait savoir par la voix de son avocat qu'il plaiderait non coupable. Il était présent à l'audience, mais s'est seulement exprimé brièvement au tout début de son habituelle voix faible. Rappelons que Félicien Kabouga a été arrêté mi-mai après 26 ans de cavale. Dès son arrivée dans la prison de Scheveningen, il a été placé en quarantaine. Félicien Kabouga aurait dû rejoindre l'antenne d'Arusha où a longtemps siégé le tribunal pour le Rwanda. Mais sur requête de la défense soutenue par le procureur, un juge a décidé qu'il ferait d'abord escale à La Haye pour des examens médicaux. Winnie Nkurunziza et l'Éthiopie connaît une guerre lancée il y a de cela une semaine. Au moins près de 10 000 Éthiopiens ont fui vers le Soudan. Il s'agit d'une offensive de l'armée régulière contre la province du Nord des Tigréens, réunis au Front de libération des peuples du Tigré. Le gouvernement accuse cette minorité qui a dirigé l'Éthiopie pendant une vingtaine d'années d'avoir attaqué l'une des plus importantes bases militaires, ce que rejettent les Tigréens. Les responsables tigréens appellent l'Union africaine à intervenir pour prévenir une guerre sans précédent. Révérien Wazikamwe. Avec le début de cette semaine, le gouvernement d'Abiy Ahmed a déployé son armée dans plusieurs localités de la région de Tigré. Jusqu'à mardi, des bombardements ont visé les quartiers soupçonnés d'héberger les responsables du Front pour la libération des peuples tigréens en vue de les déloger et de les capturer. Ces combats ont poussé des milliers d'Éthiopiens en exil vers le Soudan. N'ayant pas une force militaire terrestre puissante selon les chercheurs, l'armée éthiopienne a surtout multiplié des frappes aériennes. Un haut responsable de l'armée, Mohamed Tessema, a indiqué sur la télévision éthiopienne EBC que ces frappes sont orientées dans des quartiers ciblés. Cependant, le TPLF accuse l'aviation civile de viser une dizaine de localités des civils. Selon des sources de l'agence de presse anglaise Reuters, le bilan des affrontements est lourd. Au moins 500 Tigréens sont morts et des centaines de morts aussi du côté de l'armée nationale sans être précis. Ce mercredi, une dizaine des officiers de l'armée nationale ont été arrêtés, accusés de trahison au profit des forces du Tigré. Certains des rapports des spécialistes de la région préviennent que l'issue de cette guerre éthiopienne est très incertaine et pourrait se répandre dans toute la région. Dès le début du conflit début novembre, Debretsion Gebremichael, président de la région du Tigré, a appelé l'Union africaine à intervenir pour que l'Éthiopie ne tombe pas dans une spirale menant à une guerre civile. Révérien Wazikamwe, avant de clore notre journal, une rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son principal opposant Henri Konan Bédié a eu lieu ce mercredi soir. L'objectif était de tenter de désamorcer la crise post-électorale qui vient de durer 2 semaines et coûter la vie à une trentaine de personnes. À la fin de cette rencontre, ces 2 hommes d'État ivoiriens se sont confiés
à la presse et ont tous réaffirmé leur engagement à continuer le dialogue. Les détails avec Thierry Wiginindavzi. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont rencontrés ce mercredi vers la fin de la journée. Les deux hommes d'État ivoiriens étaient accompagnés, le premier par son directeur de cabinet Fidel Salassoro et le second par le général Gaston Ouassanan Koné, l'un des vice-présidents du Parti démocrate de Côte d'Ivoire, PDCI. Ils ont échangé pendant 45 minutes. Après, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont fait un tête-à-tête de quelques minutes avant de s'adresser à la presse. Le chef de l'État a indiqué que c'était une rencontre pour rétablir la confiance. Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. Et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Du côté du chef de file de l'opposition, Henri Konan Bédié, il est lui aussi abondé dans le même sens. Nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer, pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. En Côte d'Ivoire, la crise a éclaté au mois d'août avec la décision d'Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat. La situation a dégénéré au lendemain du scrutin du 31 octobre. Les principaux leaders de l'opposition, qui l'avaient boycotté par ailleurs, avaient annoncé ne pas reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara et avaient créé un Conseil national de transition. Ils avaient choisi l'ancien président Henri Konan Bédié pour diriger ce conseil. Cette décision avait provoqué la colère du chef de l'État ivoirien, l'ouverture d'une instruction judiciaire et l'arrestation de plusieurs personnalités politiques de l'opposition. Merci à Thierry Wiginindavzi et c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.